Parfait. Point 10.05. C'est la période de questions du public. Alors, nous avons, comme à l'habitude, reçu les questions jusqu'à 9 heures ce matin. Et je vais demander à Madame Châteauvert de les lire et ensuite je pourrai passer la parole aux personnes qui répondront aux questions. Alors, la première question provient de Madame Lucie Ouellette. Bonjour, je n'arrive pas à m'expliquer le dédoublement de la piste cyclable sur la rue Christophe-Colomb entre Gouin et Saint-Grégoire et les énoncés émis par la Ville de Montréal et ses arrondissements. Voilà pourquoi j'ai une question. Il y a un préambule que je ne lirai pas et les élus en ayant pris connaissance, puis je vais tout de suite aller à la question. La question, c'est à la lumière des commentaires apportés et puisqu'il s'agit d'un circuit temporaire, quelle sera la date de retrait de la piste cyclable sur Christophe Colomb qui a été aménagée en mai 2020? Alors, merci beaucoup pour votre question et soyez assurés que nous l'avons lue. Mais là, la question était très longue, donc on ne pouvait pas lire les A jusqu'à O, mais nous en avons pris connaissance là, de tout ce que vous exprimez et les préoccupations que vous soulevez. Donc, la piste cyclable, la voie active sécuritaire sur Christophe Colomb avait vraiment pour but d'augmenter la capacité, hein, c'est ça, d'augmenter la capacité de la piste cyclable et elle n'est pas conçue pour l'hiver. Hein, on le voit, là, ça serait très difficile de vivre cet hiver avec cette piste cyclable-là. Donc, elle va être démantelée à l'automne. Voilà. Alors, les questions 2, 3 et 4 sont les mêmes et elles proviennent de messieurs Jean-Claude Moreau, Gabriel Fugulin et Émile Thomas. La pandémie en cours a eu pour conséquence de fermer l'espace aérien et ainsi de démontrer de manière éloquente le silence qui peut régner dans le ciel de Montréal et la qualité de l'air que nous percevons quand les avions n'y volent pas. Les avions constituent un mode de transport où il est impossible de réduire de manière très significative l'émission des polluants à la source. La meilleure, sinon la seule option, est d'éloigner cette source de pollution de tout territoire densément peuplé. Les pollués de Montréal-Trudeau, comme des milliers de citoyens, croient qu'il faut profiter de l'arrêt actuel de l'industrie de l'aviation civile pour agir. Nous savons que le gouvernement du Canada est toujours le propriétaire des aéroports de Montréal. Comme vos électrices et vos électeurs, vous êtes partie prenante aux destinées de ces équipements publics et aux retombées négatives subies par tous et toutes. Êtes-vous prête à accompagner dans l'action les milliers de personnes touchées afin de demander au premier ministre Justin Trudeau et aux autorités aéroportuaires, par résolution de ce Conseil, l'implantation d'un couvre-feu complet de 23 heures à 7 heures à l'aéroport Montréal-Trudeau? Alors, merci, messieurs, pour vos questions. Donc, moi, je représente la Ville de Montréal au comité climat sonore d'Aéroport de Montréal. C'est un comité qui discute de toutes ces questions-là. Je peux vous dire que d'avoir un couvre-feu complet, mais c'est pas possible hein, parce qu'il y aura toujours des urgences médicales ou des urgences météo qui font en sorte qu'il y a des avions qui devront atterrir ou décoller, mais surtout atterrir là, pendant la nuit. Ceci dit, je peux vous dire qu'au comité climat sonore, nous discutons beaucoup des vols de nuit et que c'est vraiment une préoccupation autour de la table et que nous souhaitons voir diminuer les vols de nuit. Donc, nous recevons les chiffres à chaque fois. D'ailleurs, ils sont disponibles à chaque fois dans le rapport annuel d'Aéroport de Montréal et nous demandons à l'aéroport de tenter par tous les moyens possibles de diminuer les vols de nuit parce qu'ils sont effectivement beaucoup plus dérangeants que les autres. L'autre question aussi sur laquelle nous travaillons, en tout cas nous incitons très fortement ADM à travailler et en fait ça c'est aussi pour l'ensemble de l'industrie aérienne au Canada, c'est en ce moment, les avions sont catégorisés en deux catégories, donc les moins de 45 000 kilos et les plus de 45 000 kilos. Et donc, les moins de 45 000 kilos ont le droit de voler, donc de décoller et d'atterrir en tout temps. Par contre, ce ne sont pas les moins bruyants, même s'ils sont plus petits, parce qu'ils ont des moteurs différents et toutes sortes de choses, ils sont parfois même plus bruyants que des avions plus gros. Alors, nous souhaitons et nous demandons à Aéroport de Montréal de changer les catégories et d'avoir des catégories plutôt par bruit émis plutôt que par poids,
justement pour protéger la population durant la nuit. Merci. La question 5, elle provient de Monsieur Gilbert Duguay. Bonjour, comment se fait-il que la ville puisse changer la vocation de la rue Berry, qui est en fait une route provinciale, sans demander l'avis des résidents? Pourquoi tient-on tant à faire des pistes cyclables permanentes alors que pendant 5 mois et plus, il n'y a pratiquement pas de cyclistes qui y circulent? Quelle est la vision d'avenir de l'arrondissement ainsi que de la ville-centre à vouloir nous inonder de pistes cyclables, sachant que la population de la ville représente plus de 900 000 citoyens âgés de 45 ans et plus actuellement? Pensez-y et ajoutez 10 ans. Euh, Merci, M. Duguay, pour votre question. En fait, les routes provinciales, les municipalités ont la possibilité de changer la limite de vitesse et la configuration géométrique. D'ailleurs, quand on se promène au Québec, c'est pas rare qu'on soit sur une route provinciale et qu'on arrive dans un village et il y a une école ou il y a un autre établissement public et donc la limite de vitesse est réduite ou il y a un aménagement particulier. Donc ça, ce n'est pas anormal. Au niveau du cyclisme d'hiver, écoutez, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Et surtout, plus les pistes cyclables seront sécuritaires et utilisables l'hiver, plus il y aura de cyclistes d'hiver. Donc, les pistes cyclables ne sont pas toutes aménagées pour l'hiver, mais les nouvelles le sont. Quand on fait des investissements majeurs comme le rêve, elles sont faites aussi pour l'hiver. Et j'avoue que je suis un peu, je me demande pourquoi vous fixez une limite à 45 ans et plus, et même 10 ans, ça fait 55 ans. Et en fait, on construit des pistes cyclables pour les personnes les plus vulnérables, parce que les vélos ont le droit de rouler partout dans la rue. Mais beaucoup de gens n'osent pas le faire parce que c'est dangereux. On est, nous, comme vélos frêles parmi la circulation automobile. Donc, les gens qui ont besoin de pistes cyclables sécuritaires, ce sont les enfants et les personnes âgées. Et oui, il y a beaucoup de personnes âgées qui font du vélo. Et vous savez, les personnes âgées, maintenant, là, on a presque 4 générations de personnes âgées, hein, quand on regarde vraiment la démographie québécoise. Et en plus, dans les pistes cyclables, les gens qui se promènent en triporteur et en quadriporteur peuvent utiliser les pistes cyclables. Ça, ce sont les petites voiturettes électriques là, que vous voyez se promener. Donc, les personnes handicapées les utilisent, mais aussi les personnes âgées à mobilité très restreinte. Et ces voiturettes, quand elles sont sur le trottoir, il n'y a comme plus vraiment de place pour les piétons et elles se sentent pas sécuritaires dans la rue parce que c'est vraiment pas la taille d'une voiture ni la carrosserie d'une voiture. Donc, elles peuvent utiliser ces aides à la mobilité, là, les triporteurs et quadriporteurs. Les gens peuvent les utiliser dans les pistes cyclables aussi. Donc, vraiment, les pistes cyclables sont conçues pour tous les âges et c'est vraiment c'est ce qu'on va voir en fait dans les prochaines années, l'utilité de ces pistes cyclables pour toutes les personnes de tous les âges et de toutes les conditions. Merci. La question numéro 6 provient de Monsieur Étienne Piché-Jutras. Bonjour, à quand est prévue l'implantation de la voie active sécuritaire sur la portion ouest du boulevard Gouin? Celle-ci est très attendue par ma famille et moi-même. Nous empruntons cet axe quotidiennement pour aller au parc Nicolas-Viel et la circulation automobile est très rapide et très proche des trottoirs. Nous nous sentons en danger lorsque nous nous y promenons en poussette. Je pense qu'il serait sage de donner une date et de prévenir la population du changement à venir, s'il est toujours prévu, pour minimiser les chances d'un backlash comme celui ayant suivi plusieurs autres corridors sanitaires. Et l'autre question, c'est dans le contexte de canicule actuelle, la possibilité pour la population d'avoir un accès baignable à la rivière des Prairies est extrêmement intéressante. Maintenant que la qualité de l'eau et de la rivière est souvent excellente, l'arrondissement a-t-il des plans pour donner à la population de tels accès? Autrefois, l'île Perry était une destination de villégiature pour les Montréalais qui pouvaient aller s'y baigner. Pourquoi ne pas redonner à Hansik une de ses vocations d'autrefois? Ah, merci beaucoup pour vos deux questions. Alors, la première concernant les voies actives sécuritaires là, sur Gouin-Ouest, donc à l'ouest de Saint-Laurent. En fait, quand la mairesse de Montréal a annoncé les voies actives sécuritaires, il y avait deux phases. La phase 1,
qui est en train de se terminer. C'est pas encore tout à fait mis en place, mais la phase 1 est en train de se terminer, en tout cas dans l'arrondissement. Là, il reste une section de Gouin Est qui est dans la phase 1, là, qui est en train de se terminer. Et la phase 2, effectivement, touchait Gouin Ouest. Donc, je peux vous dire que dans les dernières semaines, on y a travaillé très fort. En fait, c'est pas tant c'est la voie active sécuritaire, oui, mais depuis moi, ça fait 10 ans que je suis élue, puis ça fait 10 ans que les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette piste cyclable bidirectionnelle qui est sur le trottoir, avec les piétons, avec les gens qui descendent de l'autobus? Il n'y a comme pas assez de place. Puis, sachez que si ça avait été simple, on l'aurait déjà fait, mais c'est ça, la situation est très complexe et on a travaillé encore plus fort, on a redoublé d'efforts dans les dernières semaines pour tenter de trouver une solution à travers les voies actives et sécuritaires. J'ai eu l'occasion de parler avec le directeur de la prison de Bordeaux, avec le PDG du CIUS là, pour le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci. On a des discussions aussi avec la STM parce qu'il y a la 69 qui passe à cet endroit-là. Donc, pour l'instant, puis je vous l'annonce un peu en primeur au conseil d'arrondissement parce que ça c'était encore en discussion, là. Ça ne sera pas possible de le faire cette année parce que il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas évident, et puis on souhaite faire une solution qui soit durable parce que ce problème-là existe depuis longtemps. Donc, on doit régler le problème de manière durable et pour cela, on doit prendre le temps de faire les choses, ce que nous n'avons pas en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc, ça sera pas cette année, mais assurément, on va continuer à y travailler. Puis si vous avez une solution, merci de nous la transmettre. Et pour votre deuxième question, écoutez, ça aussi, ça fait longtemps qu'on en parle à l'arrondissement, le fait de pouvoir se baigner dans la rivière. Alors, la rivière, elle a l'air toute tranquille, hein, mais elle est très dangereuse, la rivière des Prairies. Vers l'est, le coin est de l'arrondissement, mais il y a un barrage, donc il y a vraiment carrément un secteur là, où la baignade est interdite parce que très, très, très dangereuse. Et à d'autres endroits, vous avez mentionné l'île Perry, mais à certains autres endroits aussi, il y a eu énormément de noyades. Tu sais, les gens allaient s'y baigner, mais on n'était pas dans on était dans une société qui acceptait plus de risques. Là. Il y avait un nombre incroyable de noyades, puis les gens continuaient à y aller. Donc, sûr qu'avec les standards actuels, on se doit vraiment de trouver un endroit qui soit complètement sécuritaire. Vous avez raison de mentionner que la qualité de l'eau est de mieux en mieux. Donc, ça, c'est un peu moins un enjeu. Je peux vous dire aussi que j'ai discuté avec mes collègues de Laval parce qu'ils ont un peu ce genre de projet-là aussi. Et ben, ils sont arrivés avec les mêmes contraintes que nous, un peu. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y en a ni à Laval, ni de notre côté, mais c'est un projet effectivement sur lequel on souhaiterait peut-être continuer à travailler, de voir comment on peut poursuivre l'accès à la rivière dans un de ces quartiers-villes. Merci. La question 7 provient de François-Xavier Panaccio. En tant que résident de la rue Saint-Denis, entre la rue Sauvé et Soriol, je suis heureux que la ville ait fait adopter une vitesse maximale de 30 km/h dans cette artère. Mais je constate quotidiennement que de nombreux automobilistes y circulent à des vitesses ahurissantes. Sur le chemin du CPE avec nos 3 enfants de 4, 2 et 2 ans, nous ne nous sentons pas en sécurité sur notre rue et aussi très particulièrement à l'intersection des rues Soriol et Berry. Feu prioritaire pour piétons qui n'est pas respecté. À mon humble avis, la rue Saint-Denis sur la portion entre Sauvé et Fleury est utilisée à tort par des voyageurs de transit y voyant un chemin vers le nord plus efficace que sur les grandes artères avoisinantes. Est-ce que, tel que prévu dans le guide du ministère des Transports à l'intention des municipalités, la Ville a procédé à l'évaluation de la mesure visant de, de la vitesse à 30 km/h? Si oui, est-ce que l'évaluation a révélé la nécessité de revoir les aménagements et la signalisation, la sensibilisation et les contrôles policiers afin d'assurer la sécurité des résidents du quartier? Alors, merci pour votre question et pour y répondre, je passe la parole à la conseillère de votre district, Madame Nathalie Goulet. Oui, merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Panaccio, pour votre question. Puis merci aussi de nous rappeler la nécessité d'apaiser nos rues dans Annecy. Alors, vous nous parlez de 2 rues. D'abord sur la rue Berry, comme sur la rue La Jeunesse, on va implanter cet été le REV, Réseau Express Vélo. C'est un grand projet
pour assurer la sécurité des cyclistes du nord au sud de l'île de Montréal. Mais sachez aussi que c'est un projet, pour la sécurité des piétons et des usagers du transport collectif également, des autobus. En effet, on va sécuriser chaque intersection du parcours, de Gouin à Avenue des Pins. Alors, tous les feux piétons avec des comptes numériques seront réexaminés, rallongés, le cas échéant, puis aussi implantés quand il n'y en a pas encore. Toutes les intersections seront sécurisées avec un nouvel aménagement, de nouveaux lampadaires, par exemple, des fosses de plantation, la réfection des trottoirs, le planage de la chaussée, puis un marquage et aussi, comme je le disais, un temps de traverse adéquat pour tous les piétons. Puis les non-piétons aussi, comme Madame la mairesse le disait tout à l'heure, comme les personnes vivant avec un handicap, mais qui se déplacent avec des fauteuils à assistance électrique. Donc, pour les personnes les plus vulnérables d'entre nous. En moyenne, 83 des places de stationnement vont demeurer sur Berry et la Jeunesse dans notre arrondissement. Alors, le grand objectif du rêve, c'est vraiment rendre tous les types de déplacements actifs sécuritaires, mais aussi attrayants. Il va y avoir une signature particulière. Ça va vraiment changer cette ossature là, de cette grande rue Berry, la Jeunesse et Saint-Denis à Montréal. Alors, puis c'est maintenant prouvé quand différents types d'usagers occupent l'espace public de manière sécuritaire, ben, les automobilistes ralentissent naturellement, puis la circulation automobile est également plus fluide. Alors, on a très, très hâte de voir ça s'implanter pour ce qui est de Berry et la jeunesse dans un de ces quartiers-villes. Maintenant, pour la rue Saint-Denis où vous résidez, qui vous semble être une voie de contournement là, vers le nord, on prend note de vos préoccupations. On va le signaler à nos équipes pour qu'elles aillent vérifier, là, depuis qu'on a implanté des balises de rétrécissement dans la rue, si la vitesse a effectivement diminué. Merci de nous l'avoir signalé. Et sachez aussi qu'une piste cyclable est envisagée dans notre plan vélo à terme sur la rue Saint-Denis également. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut passer à l'autre question. Alors, la question 8, elle provient de Madame Lia Lévesque. Depuis que vous avez aménagé une deuxième piste cyclable sur Christophe Colomb, la circulation automobile a considérablement augmenté dans les petites rues résidentielles limitrophes, particulièrement celles qui sont parallèles. Qu'allez-vous faire pour réparer les dégâts et compenser les citoyens qui subissent cette perte de qualité de vie? Alors, merci, Madame Lévesque, pour votre question. C'est sûr que quand on fait des nouveaux aménagements, ça prend quelques semaines avant que les gens s'habituent et surtout là en période de travaux, il y avait par exemple les voies de stationnement là, qui n'étaient pas accessibles. Là maintenant, la configuration finale de Christophe Colomb est terminée depuis un moment. Pour y aller régulièrement, je vous dirais que ça circule vraiment plutôt bien sur Christophe Colomb. Et en plus, moi, j'habite sur une des rues que vous mentionnez, donc des rues résidentielles là, qui sont parallèles à Christophe Colomb. Et en tout cas, moi, je n'ai absolument pas noté d'augmentation du trafic. Ceci dit, nous avons votre courriel, puis on n'avait pas votre adresse là quand vous avez mis votre question. Donc, quelqu'un là, du bureau des élus vous écrira avec votre courriel pour vérifier sur quel tronçon de rue vous êtes. Puis on a tout un processus là, pour faire de l'apaisement de la circulation. Alors, on pourra vous accompagner dans ce processus pour la circulation sur votre rue. Merci. Alors, la question 9 provient de Monsieur Patrick Goulet. Je demande par la présente de remplacer le nom de la rue de Durham. On en parlait déjà il y a 50 ans. Il est temps que cela se concrétise. Lord Durham est tristement célèbre pour sa ferme volonté d'assimiler pour son bien les Canadiens français. Il voulait éradiquer la francophonie au profit de la langue et de la culture anglaise. Il disait, il faut que la race anglaise absorbe la race française, selon le rapport Durham de 1840. Un tel état raciste est un racisme systémique à son paroxysme. Il m'apparaît donc important, afin de respecter la nation québécoise et nos citoyens d'expression francophone d'Amérique, de remplacer au plus vite ce nom de Durham. J'émets donc la suggestion que la rue Durham puisse désormais être désignée sous le nom de rue
Peckham, en souvenir du célèbre botaniste suédois qui arpenta notre secteur montréalais en septembre 1749 et qui nous laissa une description pittoresque de sa visite. Père Calme a connu l'hospitalité montréalaise et nous rappelle, à l'inverse de Lord Durham, que nos concitoyens de l'arrondissement seront toujours sensibilisés aux valeurs de respect, d'ouverture et d'accueil de l'autre. Merci beaucoup, Monsieur Goulet, pour votre question. Je vous répondrai à deux titres, en fait, d'abord comme mairesse d'arrondissement, mais surtout comme responsable notamment de la toponymie au comité exécutif de la ville. En ce moment, à la ville, nous n'avons pas de processus pour débaptiser une rue et la rebaptiser. Je sais que ça peut être bizarre de dire ça en ce moment, surtout quand on a eu tout à l'heure la présentation très intéressante de Monsieur Normand qui nous parlait du sentier que nous avons renommé. Il faut savoir que ce sentier n'avait jamais été nommé officiellement. Donc, en fait, la démarche que nous avons faite, c'est de nommer officiellement, donc de donner un nouveau toponyme, en fait, de donner un toponyme tout court à ce sentier qui n'en avait pas. C'était un lieu-dit seulement. Le seul exemple que nous avons et qui a fait école probablement ou exemple, c'est effectivement le remplacement de la rue Amherst par Atadegong, là, Atateken, qui a été fait dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, à titre de responsable du patrimoine et de la toponymie, je travaille à la Ville-Centre avec les services de la division du patrimoine sur un cadre de reconnaissance. Un cadre de reconnaissance qui inclurait la commémoration, mais qui inclurait notamment aussi comment et de quelle façon, par quel processus nous gérons les questions qui se sont soulevées de plus en plus dans la société, souvent de manière très légitime par rapport à des personnalités par qui on a nommé en fait des lieux ou des rues qui, à l'époque finalement, avaient l'horreur de gloire, mais en revoyant l'histoire, ben, leur comportement nous semble à notre époque totalement inadéquat. Donc, c'est un travail qui est en cours, le cadre de reconnaissance. Et quand le cadre de reconnaissance sera mis sur pied, à ce moment-là, on aura, ben, c'est mon souhait, c'est sur quoi on travaille, là, on aura des processus en place pour voir comment on traite ces questions de débaptiser pour rebaptiser. Donc, la réponse à votre question, finalement, c'est que j'en prends note, puis évidemment, c'est pas la première fois qu'on en parle, donc je connais bien ce sujet-là. Et en ce moment, je ne peux pas faire plus qu'en prendre note parce que vous voyez qu'on est en train de penser aux mécanismes à mettre en place pour que ce genre de demande, la demande que vous faites, pour que ce genre de demande puisse être faite, ce qui n'est pas le cas en ce moment avec les processus que nous avons. Donc, merci de nous avoir écrit. La question 10 provient de M. Richard Fahey. Lors de la séance publique du conseil d'arrondissement du 11 mai dernier, vous vous engagiez à réaliser et à déposer un bilan du projet pilote sur l'instauration d'un permis de déneigement à Annecy-Cartierville. Comme ce sujet n'a pas été abordé à la séance de juin, je me demandais si vous seriez en mesure de le déposer le 6 juillet prochain. Sinon, à quelle date pouvons-nous espérer le dit bilan? Oui, alors, Monsieur Fahey, vous avez, j'espère, eu l'occasion de voir le bilan que nous avons fait en tout début de conseil. Sinon, je vous invite à aller le voir et vous allez voir qu'effectivement, les données financières sont très, très grandement inspirées du fichier Excel que vous nous aviez fait parvenir à l'époque. Donc, voilà, ça a pris un moment, le temps de regarder les statistiques, mais aussi de faire un ensemble parce que c'est sûr que le règlement, comme je le disais, le règlement date de 2010. Nous l'avons modifié en 2019 et il y a un aspect économique, puis pour nous, ce n'est pas le principal aspect. C'était vraiment aussi de faire des modifications au niveau du contenu de la réglementation, ce que vous avez vu aussi. Donc, le bilan financier, voilà, vous a été présenté ainsi que les suggestions de modification du règlement. Voilà.
La question 11 provient de Monsieur Gilles Larocque. Je ne comprends pas comment il se fait que le dossier document financier 2020 soit totalement vide sur le site de l'arrondissement. Les résultats 2019 devraient y être, de même que le rapport de la mairesse du 10 juin. Les verra-t-on un de ces jours? J'ai demandé et obtenu la liste de tous les montants sous la rubrique excédent des activités de fonctionnement affectées au montant de 2 762 999,56 $. On m'a fourni les 16 montants ainsi que la résolution du conseil d'arrondissement s'y rattachant. L'entête de la colonne de chiffres était montant dépensé 2019. Voici ma question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment des dépenses totalisant 2 763 000 peuvent contribuer à faire passer le déficit de l'exercice de 1 807 000 en un excédent de gestion de 1 254 000 Question complémentaire, puis-je espérer un jour avoir les réponses à mes nombreuses questions relativement à l'endettement de l'arrondissement? J'attends toujours le supposé contrat à la ville-centre qu'on m'a promis. Merci, M. Larocque, pour votre question et je la transmets à Mme Martel, la directrice de l'arrondissement, pour vous répondre. Bonsoir, Monsieur Larocque. Merci d'avoir porté à notre attention les documents qui sont manquants en ce qui concerne les résultats financiers 2019 ainsi que le rapport de la mairesse. Ils vont être mis sur le site sous peu. En ce qui a trait aux autres demandes d'aspect financier, tant au niveau du règlement d'emprunt puis les surplus, malheureusement, vous avez peut-être observé que Mme Marie-Pierre Busseau n'est pas là présentement, elle est en vacances. Donc, à son retour, on va communiquer avec vous pour justement éclaircir les questions que vous avez. La question numéro 12 provient de Mme Janine Renaud. Bonjour à vous tous. Quand prévoyez-vous déconfiner le Conseil pour les citoyens, s'il vous plaît? Garderez-vous l'option de vous faire parvenir nos questions à distance? Deux items majeurs dans l'ordre du jour, le 30.02, le centre communautaire de Cartierville avec sa cuisine et jardin, avec le 30.07 et le 40.19 de 6 millions. Gros projet très emballant. Le 9515 Saint-Hubert, personne ne reconnaît les numéros civiques. Ce serait bon d'identifier par quelques données. Pour moi, c'est une propriété de la ville servant à l'approvisionnement, il me semble, faisant partie du site Louvain. Fonction prévue du communautaire, du socioculturel, Serre Resto, Big Deal. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Renaud, pour votre question. Et en fait, en lisant votre question, on a l'impression de vous entendre, même si c'est quelqu'un d'autre qui les lit. Donc, écoutez, le conseil d'arrondissement siège en ce moment à huis clos par décret du gouvernement. Ceci dit, il y a eu un communiqué samedi de la ministre des Affaires municipales qui a dit en fait qu'à partir de maintenant, là, les conseils pourront siéger en présence. Donc, vous avez, nous, on l'a comme appris dans les journaux un petit peu en même temps que tout le monde. Donc, c'est sûr que samedi pour lundi, on ne pouvait pas changer la formule du conseil d'arrondissement. Là, on n'en a pas au mois d'août, on en a au mois de septembre. Donc, s'il n'y a pas de deuxième vague et de nouveau confinement ou de huis clos, nous serons très certainement le conseil d'arrondissement du mois de septembre en présentiel avec évidemment probablement des mesures sanitaires. Est-ce que nous allons garder des questions à l'avance? Écoutez, je vais en discuter avec mes collègues. Je voudrais qu'à la Ville-Centre, on s'est donné cette possibilité-là, effectivement, d'avoir des questions en présence et des questions qui sont envoyées à l'avance par Internet. Donc, je discuterai à mes collègues de la possibilité de se doter d'un tel règlement aussi dans l'arrondissement. Oui, je vois que vous avez noté effectivement le projet du centre communautaire et culturel de Cartierville. C'est effectivement un magnifique projet qui continue à aller de l'avant. Et par rapport au 9515 Saint-Hubert, c'est sûr que les numéros civiques, les gens ne les connaissent pas, mais quand on tape quand même sur des engins de recherche, on arrive assez bien à les trouver. Donc oui, ça fait partie du site Louvain. Et le dossier qu'on approuve aujourd'hui, c'est justement dans la démarche du site Louvain, c'est de faire en sorte qu'en attendant le projet final, on se donne la possibilité de faire de l'urbanisme transitoire. Donc de l'urbanisme transitoire, ça veut dire qu'on travaille sur le site avec des gens qui vont occuper le site dans l'avenir en commençant à faire des activités
qui seront par la suite intégrés à la programmation du site. Donc, on vient comme tester des choses, essayer des choses. Et dans les usages permis, là, ce qu'on vient voter ce soir, donc c'est des activités communautaires et socioculturelles, ateliers d'artistes et d'artisans, centres d'activités physiques, écoles d'enseignement spécialisées, bureaux, restaurants, jardins communautaires, agriculture urbaine, commerce au détail de vêtements, meubles et accessoires. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tout ça dans la 95-15, mais ça veut dire que ce qui n'est pas nommé là ne pourrait pas avoir cours dans les prochaines années sur ce territoire-là. Et d'ailleurs, je tiens à souligner la grande collaboration qu'il y a dans ce projet entre la ville, l'arrondissement et le comité de pilotage là, composé de Solidarité Annecy et des citoyens. C'est d'ailleurs eux qui nous ont proposé d'inclure jardin communautaire et agriculture urbaine parce qu'ils ont un projet à développer sur le site là, qui pourrait être mis de l'avant dans les prochains mois, ou en tout cas peut-être plus l'année prochaine, mais ils commenceraient déjà à travailler là-dessus. Donc, on est vraiment dans l'urbanisme transitoire pour développer le site Louvain. Voilà, merci. La question numéro 13 provient de M. Giuseppe Sacchetti. Reste-t-il dans votre ville une place pour les moins nantis? L'élimination des places de stationnement sur Christophe Colomb oblige plusieurs personnes à rechercher un endroit pour stationner et transporter enfants et paquets sur plusieurs coins de rue. Et c'est pareil pour les aînés. Tout ceci alors que rien ne justifie la deuxième piste cyclable, car la première suffisait amplement. Bonne journée. Alors, merci. Je passe la question à Jérôme Normand, le conseiller de votre district, pour vous répondre. Oui, merci beaucoup. Merci pour la question, M. Sacchetti. Madame Tullier en a parlé un petit peu précédemment. Le but des voies actives sécuritaires, donc la deuxième piste Christophe Colomb, qui en fait est une piste unidirectionnelle vers le nord, et la transformation de la piste bidirectionnelle actuelle en piste unidirectionnelle vers le sud, visait principalement à augmenter la capacité du réseau dans un contexte bien particulier qui est celui de la crise sanitaire qu'on vit, pour permettre aux Montréalais qui vont peut-être moins se déplacer, moins voyager, moins sortir de la ville, d'avoir accès facilement, rapidement, de manière active aux parcs et aux diverses localisations sur l'île. Donc, ça nous permet de joindre notamment le parc L'Île de la Visitation, le parc Frédéric-Bach, avec d'autres lieux plus centraux. Et c'est important de le faire rapidement, puis de donner l'espace nécessaire pour respecter les consignes sanitaires. Dans ce contexte-là, la piste est très utilisée. On vous parlera un petit peu plus loin des statistiques préliminaires qu'on a par rapport à l'utilisation de la voie active sécuritaire sur Christophe Colomb. Et tout à fait à propos dans le contexte. Ceci dit, tout transfert modal de ce type-là implique des changements d'habitude, puis effectivement, il y a une répercussion sur les voies de circulation et à certains endroits, notamment le petit segment Henri Bourassa à Gouin sur Christophe Colomb, le retrait de stationnement. Mais on est bien convaincu, pour revenir au fond de votre question, que si on s'attarde aux personnes les moins bien nanties, offrir du transport collectif massivement et du transport actif massivement est une des solutions les plus saines économiquement et écologiquement pour répondre aux besoins de toute la population, et notamment des moins bien nantis. Et comme le disait Mme Tullier, cette piste temporaire est là pour la durée de la crise sanitaire et pour la durée estivale et sera démantelée à l'automne. Merci. La question numéro 14 provient de M. Richard Williams. Pourquoi l'arrondissement tarde à marquer les rues pistes cyclables? Nous sommes le 6 juillet et des rues intersections importantes, Berry, direction sud, et Sauvé, Saint-Laurent, Chabanel, Berry, Henri Bourassa, etc., sont toujours pas marquées. Il n'y a pas vraiment de bonnes raisons pourquoi ces tâches simples, faciles et qui sauvent des vies ne sont pas faites. L'an dernier, de juin à octobre 2019, l'arrondissement a refait les aqueducs égouts sur la rue Saint-Denis. Malheureusement, malgré l'annonce, l'arrondissement a été incapable de coordonner le remplacement des entrées d'eau plomb versus cuivre pour les proprios, malgré le fait que la Ville a transféré la responsabilité aux proprios. Cette entrée d'eau est 8 pieds sous terre et malgré cela, la Ville demande maintenant aux propriétaires d'être responsables et d'agir promptement.
Tout de même ironique comme demande, car habituellement, il est difficile de demander aux gens des choses que nous ne pouvons nous-mêmes livrer. Est-ce que l'arrondissement va donner un congé de taxes aux proprios citoyens qui devront payer plus d'argent pour les changements d'entrée d'eau? Il est difficile de comprendre pourquoi les gens d'Annecy devraient payer deux fois. Quand la ville arrondissement sera tenu quand est-ce que la ville ou l'arrondissement sera tenu responsable de ses actions ou inactions? À défaut de ne pas avoir un congé de taxes pour 2021, pouvons-nous avoir un remboursement sur les impôts 2019? Les gens ont payé pour des travaux incomplets et mal faits. Alors, pour répondre à la question, je passerai la parole à M. Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Oui, dans un premier temps, votre question sur le marquage. Comme nos équipes de Rosemont qui font le marquage, ils ont été aussi dans le confinement. Je pense qu'on a perdu 3 à 4 semaines. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais il y a un retard de 3 à 4 semaines dans le marquage. Malgré que le beau temps continue, dans les chiffres, j'ai reçu les statistiques. Dans les lignes d'arrêt, l'avancement à l'arrondissement, on est à 70 les passages piétons et passages écoliers, on est à 50 les lignes axiales à 70 Donc, on voit qu'il reste quand même du travail à faire pour compléter le tout. Normalement, c'est complété vers la mi-juillet. Je pense que cette année, ça va être vers la fin juillet, malheureusement. Mais je pense qu'ils font le maximum pour rattraper le retard dans le contexte. L'autre question concernant sur le Saint-Denis, les travaux de la ville pour le raccordement d'Aqueduc, le domaine public, ce que la ville faisait avant, c'est le domaine public, effectivement, mais depuis l'automne dernier, il y a un règlement à la ville qui oblige justement les propriétaires à réaliser le remplacement de leur entrée de plomb dans leur partie privée des citoyens. Mais c'est effectif depuis cette année seulement. Donc, c'est pour ça que l'an passé, on ne pouvait pas obliger les propriétaires à changer en même temps que la ville la conduite de plomb, malheureusement. Puis c'est sûr que le plomb, maintenant, les normes sont plus sévères et c'est pour la santé publique de tous. Voilà, merci. Merci. Je voudrais peut-être compléter dans le sens où il y avait une portion de la question là, qui était sur l'aspect financier. C'est que quand les travaux seront faits par la ville ou l'arrondissement sur le domaine privé, ça ne sera pas payé en entier par la ville et l'arrondissement. C'est-à-dire que la portion privée sera mise sur le compte de taxes. Donc, les coûts des travaux seront ajoutés sur le compte de taxes des résidents sur une période de 10 ans. Donc, au niveau financier, il n'y a pas de perte, là. Vous n'avez pas subi de perte. C'est vraiment un décalement des travaux que dans le futur, la ville et l'arrondissement feront les travaux à la charge des résidents, alors que vous étiez sur la juridiction un peu, ou la façon de faire d'avant, où les propriétaires privés font leurs travaux et paient eux-mêmes leurs travaux. Donc, il n'y a pas d'aspect financier en cause dans les travaux dans les travaux qui ont eu lieu sur votre rue. Là. Voilà. C'est la question suivante. La question 15 provient de Mme Natalia Cifuentes. Dans mon bâtiment, il y a eu un incendie le 7 avril dernier. Plus de 30 familles attendent de rentrer chez elles. Après 3 mois, le bâtiment n'a toujours pas d'électricité. Le propriétaire semble avoir retardé l'exécution des travaux pour faire des rénovations au lieu de la réparation. J'aimerais savoir quels seront les moyens à prendre pour mettre de la pression sur le propriétaire pour que nous puissions retourner à notre logement le plus vite possible. Il y a des actions légales plus sévères pour le propriétaire pour qu'il termine les travaux plus rapidement. Quand pourrons-nous réintégrer nos logements? A-t-il reçu des amendes et quels sont les montants? Alors, merci beaucoup pour votre question. Nous avons plusieurs questions ce soir d'ailleurs sur ce sujet-là. Sachez que c'est vraiment un dossier prioritaire qui a été pris par l'arrondissement et j'aimerais redonner la parole à M. Gilles Côté, là, qui est le directeur en charge de tout ce qui est fait dans ce dossier. En fait, c'est l'équipe inspection chez moi là, qui travaille ce dossier-là, qui suit ce dossier-là de près. C'est important. Il y a beaucoup de familles, effectivement, qui sont en attente de pouvoir reprendre leur logement. Suite à un incendie là, dans le sous-sol d'un véhicule, l'entrée électrique a été brûlée et il y a eu des dommages aussi aux appartements adjacents au-dessus.
On a forcé en force la propriétaire à refaire les travaux. On y avait donné jusqu'au 15 juin pour remettre l'entrée électrique en état. Malheureusement, il n'a pas réussi à l'atteindre au 15 juin, mais il a quand même débuté début juin là, ses travaux préparatoires là, de dégarnissage, d'enlever tout ce qui était le brûlé. Tout ça a été fait, remis en état. Là, ce qu'on attend, c'est l'entrepreneur électricien. Ce qu'on nous a informé, c'est que le propriétaire était prêt à agir. Malheureusement, les assurances ont demandé un deuxième prix avec leur entrepreneur pour s'assurer que les prix étaient convenables. Donc, malheureusement, on est en attente de ça. On espère toujours vers la mi-juillet de pouvoir l'électricité soit remis en fonction, puis la majorité des logements pourront pourront être fonctionnels de nouveau. Il y a eu un constat d'infraction parce qu'on avait demandé au 15 juin que ça n'a pas été réalisé. Donc, c'est 1 650 $ d'amende qu'il a reçu. Et aussi, on a un avis d'infraction parce qu'il a dégarni plus que ce qui était demandé. Donc, on a demandé qu'il se prennent des permis de transformation parce qu'il a fait des travaux un peu plus que le décarnissage. Donc, on le suit aussi à ce niveau-là. On espère que ça se fasse rondement et qu'on puisse récupérer les logements le plus tôt possible. Merci. La question 16 provient de Mme Gabriella Corradi. J'aimerais remercier Mme Goulet d'avoir appelé et parlé avec ma mère. J'aimerais que la Ville de Montréal et le Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville reconsidèrent leur décision de planter un arbre sur la propriété de mes parents au 9915 Jeanne-Mance. Mes parents y vivent depuis 46 ans et leur propriété a déjà un arbre. Il y a aussi l'arbre du voisin qui empiète sur leur maison. Ce dernier étant un autre problème qui cause du stress à mes parents. La plantation de ce nouvel arbre obstruera la vue des fenêtres de leur salon et celle de leur sous-sol. Éventuellement, la maison de mes parents sera cachée par des arbres sans lumière naturelle. Mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer et il s'assoit souvent devant l'une ou l'autre de ses fenêtres. Cet arbre causera un problème à mon père et à ma mère, qui est la principale dispensatrice de ses soins. Il sait qu'il n'y a pas d'arbre. Quand il a trouvé l'avis et qu'on lui a expliqué que la Ville de Montréal allait planter un arbre, il s'est beaucoup énervé. La prise en charge d'un patient atteint de cette maladie présente de nombreux défis. L'un d'eux est de garder une routine quotidienne, de ne pas faire des changements et de l'assurer qu'il se sent en sécurité dans un environnement sans stress. J'espère que vous pourriez tous reconsidérer la décision et prendre en considération la détresse que nous vivons comme famille avec mon père. Merci. Bon, merci pour votre question et pour vous répondre, je passerai la parole à Mme Goulet, justement, qui connaît bien le dossier. Merci, Madame la mairesse. Alors, merci beaucoup, Madame Corradi, pour votre question. Sachez que je comprends très bien votre situation, je connais bien votre rue. Il y a déjà un grand conifère sur votre terrain. Vous savez que notre administration a des grands objectifs là, de verdissement pour l'arrondissement. À peu près 1000 arbres par an qu'on veut planter, puis on investit beaucoup d'argent, là, près de 3 millions de dollars sur une période de 3 ans pour reverdir Annecy. Mais sachez que je vais voir votre question avec nos services, avec toute l'attention qu'elle mérite. Puis je m'engage à vous revenir, puis à reparler avec votre maman dès que possible. On veut regarder votre cas avec toute la compréhension puis la compassion possible. Alors, merci. À bientôt. La question numéro 17 provient de M. Brian Douglas Payne Jr. Hello, I used to live at 11 945 La Chapelle with my disabled wife and our roommate until April 7, 2020. When a fire in the garage of our building set fire to the Hydro-Québec meters and some wiring, forcing us out of our residence, and now have been staying at a hotel since, which l'Office municipal d'habitation de Montréal has been paying for this far. My question is, when will the work will be complete at our building? Why does it takes 5 months to fix an electrical problem? Why isn't the City of Montreal stepping in to speed up the repairs? Why hasn't there been any work done in the last 3 weeks? They began the repairs and then stopped.
Why? The last question is, will we be able to keep staying at the hotel or will we be kicked out? Thank you for your time. Merci. Je passerai peut-être la parole à Monsieur Côté. Si vous avez des compléments d'information là, par rapport au relogement spécifiquement, et ensuite à Madame Janou, la conseillère du district, qui pourra dire quelques mots en anglais aussi, puisque la question nous a été posée en anglais. Alors, Monsieur Côté, si vous avez de l'information un peu précise là, sur les questions de relogement. Le relogement, en fait, ce qu'on a comme information, c'est que l'habitation, pour l'instant, maintient là, que le support qu'il y a. On n'a pas eu d'avis contraire dans ce sens-là. Donc, pour l'instant, ça va bien bon train. Peut-être le 5 mois, juste expliquer le délai. En fait, ce qu'on a compris, c'est que nous, malgré nos suivis serrés qu'on avait avec le propriétaire, on voyait que ça ne bougeait pas. Ce qu'on a demandé au conseil, c'est de pouvoir faire les travaux à sa place. Et une fois que ça a été fait, et là, il a commencé à faire ses travaux de dégarnissage. Ça fait partie de la pression, en fait, pour accélérer le mouvement. Et donc là, ils sont en attente des contre-expertises de leur assurance pour réaliser les travaux, mais on espère, comme je disais, là, le 15 juillet, de pouvoir ramener la situation. Voilà. I will try to translate, even though I am not a translator, but I will try. So first, I do have to say, I think this is a very, very unfortunate situation. We've been following the situation since the fire, and we've been doing a lot of follow-ups because there's a large number of families that have had to get kicked out until the repairs and the renovations were done. So, je demandais à Monsieur Côté juste vous avez dit l'habitation n'a pas de support. Je veux juste être certaine de comprendre, comme ça je peux le traduire. Je suis désolée. En fait, le service d'habitation va continuer à payer là, les informations que j'ai eues là, récemment, qu'il n'y aura pas de problème après le 1er juillet. The housing service will continue to pay for your current stay or the current residence where you're staying. And then we are waiting for the July 15th deadline for the insurance company of the owner to be able to compensate. And you know what? The best thing is I'll contact you after this to be able, or maybe tomorrow actually, to be able to give you more information, because I think I'll get all the points down. I'll be able to translate them and communicate them with you tomorrow. Thank you. Alors, la question 18 provient de Madame Véronique Dupire. Bonjour, je vous écris concernant les nouvelles pistes cyclables qui se trouvent un peu partout en ville. Comme je me déplace en vélo avec un chariot pour mes enfants, nous prenons beaucoup de place sur la rue. Je me sens donc plus en sécurité sur les pistes cyclables vu que mes jeunes enfants sont assis dans le chariot à l'arrière de mon vélo. Sans les pistes cyclables, je ne suis pas en mesure de me déplacer en vélo. Merci. Alors, merci, Madame Dupire. Nous prenons note de votre commentaire. Merci. La question 19 provient de Monsieur Jacques Lebleu. Je suis résident de la rue Soriol-Est et remercie les élus de l'administration de l'arrondissement pour les travaux de réfection et d'asphaltage de la chaussée et l'aménagement des pistes cyclables sécuritaires sur ma rue et sur Prieure. Je crois qu'à terme, piétons et cyclistes et automobilistes y trouveront tous leur compte car le quartier deviendra plus convivial. Suite à la COVID et face à la surcharge de voyageurs que connaissait encore récemment la ligne orange, je suis inquiet pour les solutions de transport actif et collectif. Devant la nécessité durable de maintenir une certaine distanciation physique, il serait souhaitable de maintenir de manière permanente l'axe cyclable temporaire le long de Christophe Colomb suite aux apprentissages accélérés faits cet été. Il faudrait aussi que la STM crée une ligne d'autobus à service fréquent depuis le boulevard Henri Bourassa jusqu'à la ligne verte. Ce service pourrait être bonifié pendant les mois d'hiver pour accommoder le 80 des cyclistes qui roulent régulièrement, à peu près 9 mois par année. Il pourrait avoir son point de départ à la station Henri Bourassa.
La STM fait en ce moment passer quelques circuits à basse fréquence aux trajets questionnables et discontinus sur cet axe. Les usagers du transport en commun devraient avoir le droit à un axe de transport nord-sud cohérent et efficace. L'arrondissement pourrait-il entamer des discussions avec la ville-centre et la STM afin de faire dès cet automne de l'avenue Christophe-Colomb un axe majeur de déplacement actif et collectif? Alors, merci, Monsieur Lebleu, pour votre question. En fait, il y avait comme deux questions. Donc, nous prenons note, en fait, de votre désir ou demande de maintenir ou de rendre permanente la piste cyclable sur la rue Christophe-Colomb. Pour ce qui est du transport collectif, vous savez que dans les dernières années, en fait, la STM était complètement bloquée dans son développement. Ce n'était plus possible pour la STM d'ajouter des circuits d'autobus, si ce n'est que d'en enlever ailleurs, parce qu'ils ils avaient atteint leur capacité en autobus, en tout cas. Et c'est pour ça que la première décision de Valérie Plante, quand elle est arrivée à la mairie de Montréal, ça a été d'acheter 300 autobus qui sont en construction et qui sont en train d'être livrés. Les premiers sont arrivés et ils vont arriver au fur et à mesure. Entre-temps, il y a le REM qui est en train d'être construit et dans les documents donc signés entre CPDQ Infra et le gouvernement, la STM et toutes les autres sociétés de transport là, ont comme obligation de bien desservir les stations du REM, bon, ce qui est quand même logique, là, donc d'amener les gens, notamment en autobus, vers les stations du REM pour améliorer l'achalandage et l'efficacité du réseau. Donc, tout ça pour vous dire que, alors qu'on avait comme un réseau qui ne pouvait pas bouger, le réseau des autobus va beaucoup bouger dans les prochaines années, avec notamment ces deux facteurs-là. Et c'est pour ça que la STM est entrée dans une refonte de de sa grille de transport au niveau des autobus. Donc, la STM fait des diagnostics, a des données, a déjà fait des consultations publiques, mais va faire d'autres consultations publiques aussi pour évidemment viser la meilleure efficacité dans les futures lignes. Donc, il y aura des modifications dans les prochaines années. Puis, prochaines années, là, il y a des S, là, c'est quand même pas demain matin ni l'année prochaine, là, mais dans les prochaines années. Donc, nous prenons note de ce que vous souhaitez pour la rue Christophe-Colomb et je vous invite aussi à participer au dialogue que mettra en place la STM pour décider finalement des prochains trajets et de la façon dont le réseau va être remodelé dans les prochaines années. Merci. La question numéro 20 provient de Mme Mélanie Busby. Merci d'aménager enfin des pistes cyclables dignes de ce nom sur les rues Prieure et Soriol. Les aménagements actuels sur Prieure sont vraiment insuffisants. Ils sont inconfortables à la fois pour les cyclistes et pour les automobilistes. Ils sont parfois même dangereux. En marchant, j'ai vu souvent des automobilistes qui ne comprenaient pas que les cyclistes qui vont dans le même sens que la circulation doivent partager la chaussée avec les voitures, tandis que la bande à gauche est réservée aux cyclistes se déplaçant dans le sens inverse. L'an passé, mon conjoint a même failli frapper un enfant qui pédalait avec sa mère à cause de cette confusion. La mère avait bien compris les consignes et pédalait derrière son garçon sur la chaussée avec les véhicules en direction ouest. Un homme sur le trottoir a crié à tort aux cyclistes d'utiliser la bande cyclable. Mon copain arrivait en voiture derrière eux. Alors qu'il allait les dépasser lentement, le petit garçon, confus par les instructions de l'homme et voyant bien les bandes de peinture qu'il s'est réservées aux cyclistes, a traversé sans regarder derrière lui, se jetant devant le pare-choc de notre voiture. Je raconte cette histoire car j'étais debout sur le trottoir et j'ai moi-même été témoin de la scène. Mon cœur a failli flancher, comme celui de la mère de l'enfant, j'en suis certaine. Je me demande si les vraies pistes cyclables seront prêtes pour la rentrée afin d'éviter de tels événements lors du retour en classe. Alors, merci. Je passe la parole à votre conseiller de district, M. Jérôme Normand, pour vous répondre. Oui, merci beaucoup, Mme Tullier. Donc, merci pour la question, Mme Busby. Vous le dites bien, effectivement, les pistes Prieure et Soriol sont attendues. C'est un projet sur lequel on a mis beaucoup d'efforts pour justement augmenter la sécurisation des déplacements pour les usagers de transport actif de tous âges, maintenant notamment effectivement les familles, les enfants qui se rendent
de chez eux au parc, de chez eux à l'école et inversement. Et le projet est en cours, vous l'avez sûrement constaté. Il y a du pavage qui est en cours présentement sur Prieure à différents endroits et sur Soriol sur une bonne portion. Et oui, l'échéancier est respecté et nous prévoyons toujours la mise en service des deux pistes cyclables bidirectionnelles dès le mois d'août, donc avant la rentrée scolaire. Merci. La question numéro 21 provient de M. Karel Biabi Yamba Yamba. Depuis le 1er août 2018, je loue l'immeuble où je me loge seule, puis le 7 avril de cette année, il y a eu un incendie dans le garage de l'immeuble. Cet incendie n'a pas causé des dommages dans mon logement, mais le système d'électricité ne fonctionnait plus. Nous avons été dans l'obligation de vider l'immeuble et d'être évacués. Et depuis 4 mois, je vis au 7655 boulevard des Caries, une chambre d'hôtel payée par la Ville de Montréal. Mon interrogation est que le propriétaire devrait fournir un échéancier qui indiquerait la fin des travaux. L'arrondissement avait même voté une résolution d'exécution des travaux si le propriétaire ne faisait pas les travaux. Mais jusqu'à ce jour, faisant semblant que des travaux ont commencé, l'arrondissement n'envisage plus cet acte. Avez-vous réussi à obtenir un échéancier de la part du propriétaire? Sinon, pourquoi? Pourquoi les travaux n'avancent pas et quand est-ce que nous pourrons retourner dans nos logements? Pourquoi l'arrondissement n'est pas allé de l'avant en appliquant la résolution votée qui permettait de faire exécuter les travaux requis en lieu et place du propriétaire? Ce manque de fermeté, ne trouvez-vous pas que ça envoie un message que le propriétaire n'aura pas à s'inquiéter du non-respect des règlements municipaux? Pourquoi la Ville de Montréal m'a-t-elle mis pression pour quitter la chambre d'hôtel et que je loue un autre logement alors que nous sommes en pleine pénurie de logements, que mes meubles sont toujours là-bas et que nous voulions demeurer chez nous? Le service de permis et inspection de la Ville de Montréal avait donné jusqu'au 15 juin 2020 au propriétaire pour faire les travaux. Pourquoi ce délai n'a jamais été respecté? Êtes-vous au courant que le propriétaire semble vouloir retarder les travaux pour ne faire que des rénovations, de mettre fin à un maximum de taux et relouer les logements plus chers car plusieurs des locataires paient des loyers en bas prix au prix plus bas du marché? Aussi, êtes-vous au courant que le propriétaire a reloué un logement pour le 1er septembre avec une hausse mensuelle de 150 par rapport au prix du loyer de l'ancien propriétaire? Alors, quels sont les moyens que vous mettez en place pour contraindre et mettre la pression sur le propriétaire afin qu'il puisse faire les travaux rapidement dans le meilleur délai? A-t-il reçu des amendes et quels sont les montants? Sinon, pourquoi n'a-t-il toujours pas eu d'amende? Est-ce que vous pouvez fournir la garantie que la Ville de Montréal va continuer à payer l'hébergement aux personnes qui sont actuellement sans logement, tant et aussi longtemps que ces travaux ne seront pas faits par le propriétaire? Veuillez Veuillez nous éclaircir et trouver une solution à ce litige que nous subissons afin de retrouver nos logements. Il y a également 3 autres questions sur le même sujet et des questions similaires. Alors, je vais nommer les personnes, mais on ne lira pas les questions. Il s'agit de Mesdames Farah Jaffar, Madame Karine Montembeault et Monsieur Leighton McKenzie. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Monsieur Côté, en regard des questions et de l'information que vous avez donnée tout à l'heure, est-ce que vous avez un complément d'information à nous fournir? Non, je pense que j'ai déjà donné toute l'information que je possédais. Merci beaucoup. Alors, on peut passer à la question suivante, qui est la question 24, je pense. Alors, la question 24 provient de M. Daniel Barbeau. J'habite la rue Saint-Urbain au coin de Fleury. Il y a actuellement un chantier majeur sur la rue Clark de la rue Prière à Port-Royal. Les ouvriers préparent leur journée dès 6 heures le matin et font beaucoup de bruit en contravention du règlement municipal interdisant le bruit avant 7 heures. Recul de camions, discussion, bruit d'outils, etc. J'aimerais savoir quelles mesures la Ville entend prendre pour faire respecter son règlement. Merci. Merci. Alors, pour répondre à cette question, je repasserai la parole à Monsieur Gilles Côté. Oui, effectivement, le niveau de bruit, à partir de 7 heures, les niveaux de bruit sont différents avant et après. Donc, on va s'informer avec le chargé de projet à faire respecter notre réglementation. Puis, s'il y a lieu, il y a un de nos inspecteurs qui sera sur les lieux aussi s'il le faut. Mais c'est un contrat de la Ville, donc normalement, on va respecter les délais, les bruits de son. La question numéro 25 provient de Mme Audrey Véronneau.
D'abord, je tiens à vous dire merci pour tous les aménagements cyclables mis de l'avant. Ma fille de 6 ans et moi empruntons chaque jour les axes Prieur et Christophe Colomb à vélo pour se rendre à son camp de jour, André Grasset. Nous avons bien hâte de voir le lien cyclable sur Prieur également. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une synchronisation des feux de circulation sur Christophe Colomb prévue pour davantage les adapter à la vitesse des cyclistes? Merci. Alors, merci pour votre question, Madame Véronneau. Donc, la réponse est non, puisque l'implantation de la voie active sécuritaire sur Christophe Colomb a été faite rapidement de manière temporaire. Donc, c'était pas du tout prévu dans le projet de modifier les feux de circulation. Ça a l'air tout simple de modifier des feux de circulation, mais c'est assez complexe. Ceci dit, quand les projets sont faits et sont conçus là, plusieurs mois d'avance et que des travaux majeurs sont faits, comme c'est le cas, par exemple, du REV, là, donc le réseau Express Vélo, qui dans notre arrondissement sera sur Berry et sur la jeunesse. Oui, il y a synchronisation des feux de circulation pour les cyclistes. Et lors de la présentation publique là, du 17 juin dernier, le chargé de projet nous informait que la vitesse sera synchronisée à 20 km/h, ce qui est considéré comme une vitesse moyenne pour les cyclistes. Voilà, merci. La question numéro 26 provient de M. Frédéric Bataille. La bande cyclable sur Georges Barry n'est pas encore terminée jusqu'à Gouin et l'école Sophie Barra. Sera-t-elle terminée avant la prochaine rentrée scolaire? Merci. Alors, pour répondre à cette question, je passerai la parole à M. Gilles Côté. Oui, en fait, depuis ce printemps, depuis même un bout de temps, mais peut-être plus ce printemps, on était très sollicités, l'équipe circulation, entre autres les corridors sanitaires, les voies actives sécuritaires dans la phase 1 et même dans la phase 2. Georges Barry, normalement, devait être aussi être imbriqué parce que Georges Barry doit se rendre jusqu'à Gouin. C'était prévu aussi dans la voie active sécuritaire avec Gouin. Là, il y a eu un décalage avec nos collègues, mais on va voir récupérer le dossier pour voir avec la STM comment régulariser les arrêts d'autobus. Mais je ne peux pas vous garantir que ça sera fait pour la rentrée scolaire, mais on va essayer de récupérer le mieux qu'on peut ce dossier-là pour la Georges Barry, compléter la voie qui est déjà existante en partie. La prochaine question est de Mme Lucie Biron. Bonjour, en tant que citoyenne, je remercie d'abord les membres de l'administration de l'arrondissement pour l'aménagement des pistes cyclables permanentes sur les rues Prieur et Soriol. Je veux aussi exprimer mon soutien aux élus de l'arrondissement pour les initiatives mises en place rapidement dans le contexte de la pandémie concernant l'aménagement temporaire de tronçons de rue piétonnes et de l'élargissement de la piste cyclable sur Christophe Colomb. Ces aménagements nous permettent de faire de l'exercice nous permettent de faire l'expérience d'une vie urbaine plus conviviale et plus cohérente face aux défis de réduction des GES. Ma question, est-ce que les élus de l'arrondissement envisagent que le nouvel aménagement de la piste cyclable sur Christophe Colomb devienne permanent puisqu'il est beaucoup plus sécuritaire et favorise la circulation agréable d'un plus grand nombre de vélos? Alors, merci, Madame Biron, pour votre question. Donc, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans ce conseil, la voie active sécuritaire de Christophe Colomb a été implantée assez rapidement et elle sera démantelée à l'automne puisqu'elle n'est pas conçue pour l'hiver. Ceci dit, nous entendons votre souhait, votre préoccupation. D'autres personnes l'ont exprimé aussi. Et d'autres personnes ont exprimé le contraire également. Donc, nous entendons, nous recevons tous les commentaires, mais au-delà des commentaires, c'est important aussi d'avoir des données. Et donc, c'est ce que la ville, parce qu'en fait, c'est dans l'arrondissement, mais c'est un projet là, qui est vraiment porté par la Ville-Centre, la rue Christophe-Colomb, parce que ça traverse aussi plusieurs arrondissements. Et donc, la ville est en train de se doter là, de prises de données, de différentes prises de données pour être capable de faire un bilan à la fin de l'été et de voir la pertinence ou non de rendre plus permanente les voies que nous avons en ce moment sur Christophe Colomb. Donc, dans notre arrondissement, il y a notamment un compteur sur Christophe Colomb au coin de Louvain
Et il a été mis, là, on est capable de voir certaines données. Donc, ce sont des données préliminaires, mais quand même, c'est intéressant. On est capable de voir là, la hausse du trafic cycliste journalier moyen. Donc, entre mai et juin, donc avant d'avoir la VAS et après. Et le trafic cycliste journalier, en fait, a augmenté de 41% suite à l'implantation de la nouvelle piste cyclable. Et en juin, il y a eu en moyenne 2572 cyclistes au coin de Christophe-Colomb et Louvain. Et ça, c'est incroyable comme chiffre, c'est plus que sur la piste cyclable existante Parc Stanley, donc l'axe Gouin-Parc Stanley. Là, vous savez, au coin de la rue Parc Stanley et Basile-Routier, on a un éco-compteur à cet endroit-là. Et aussi de la piste des Carrières, qui est une autre piste là, dans Rosemont. Donc, pour l'instant, c'est les données préliminaires que nous avons qui disent que finalement, c'est quand même très, très utilisé, mais on n'est pas capable aujourd'hui de vous répondre si ça sera pérennisé parce que nous devons prendre en considération vraiment l'ensemble des données, l'ensemble des commentaires recueillis aussi, et puis de voir aussi comment le concept probablement peut évoluer afin de répondre à toutes les préoccupations. Merci pour votre question. La question numéro 28 provient de Madame Frédérique Bertrand-Leborgne. Je tenais à féliciter le conseil d'arrondissement ainsi que tous ceux qui ont participé à la mise en œuvre des mesures mises en place pour favoriser le déplacement actif depuis le début de la pandémie. Ainsi, la nouvelle configuration des pistes cyclables est très avantageuse car elle permet aux cyclistes de se déplacer en sécurité puisqu'ils disposent désormais d'un plus grand choix de parcours. Le tout alors qu'il est plus dangereux de prendre le transport en commun vu les risques de contagion. La rue piétonnière sur Fleury est aussi un bel exemple de mesure qui favorise le commerce local et la vie communautaire. Ma question, est-ce que les pistes de Prieure et Sorieul seront prêtes pour la rentrée lorsque les enfants retourneront à l'école? Alors, merci pour votre question. Donc, oui, tel que répondu là, tout à l'heure par M. Normand, il est prévu, puis c'était l'objectif, là, que les pistes cyclables Prieure-Soriol soient prêtes pour la rentrée. Donc, elles devraient être prêtes à la mi-août. Et l'objectif, d'ailleurs, de ces pistes était de desservir 8 écoles primaires, 2 écoles secondaires et 7 parcs. Donc, vous pourrez les utiliser avec vos enfants à la rentrée 2020. Merci. La question numéro 30 provient de Madame et Monsieur Gérard et Sylvie Cuba. La limite de vitesse de 30 km/h dans les rues secondaires de notre quartier sont rarement respectées. Comment faire pour les faire respecter? Merci pour l'amélioration des pistes cyclables dans le quartier. Alors, merci, M. Cuba, pour votre question. En fait, c'est une grande question, parce que ça fait partie du Code de la sécurité routière. Donc, quand on affiche 30 km/h, on s'attend à ce que les automobilistes respectent la limite de vitesse. Donc, les personnes qui, par la loi, sont chargées de faire respecter cette limite de vitesse, ce sont les policiers. Donc, bien sûr, les policiers sont présents dans notre arrondissement, mais on a quand même 400 km de rue et c'est un peu impossible de mettre un policier à chaque coin de rue. Donc, les policiers sont là aux endroits les plus comment dire, où on reçoit vraiment beaucoup de plaintes, ou eux reçoivent aussi, parce que vous pouvez faire des plaintes directement à la police, où eux reçoivent beaucoup de plaintes. Mais dans l'arrondissement, on a vraiment, on met de l'avant des mesures d'apaisement de la circulation pour que physiquement, ça soit difficile de rouler vite. Comme ça, on force un peu les gens à respecter les limites de vitesse. Et on a tout un plan d'apaisement de la circulation depuis de nombreuses années d'ailleurs. Et on fait environ 40 tronçons par année sur lesquels on a pris des données, on a vu que la vitesse est trop élevée. Donc, plusieurs mesures d'apaisement de la circulation là, sont mises, des balises de rétrécissement, des balises centrales, des donantes. Il y a plusieurs types de mesures, des SAI aussi. Donc, c'est ça, on en fait 40 tronçons par année. Là, je pense que nous n'avons pas votre rue particulièrement, mais n'hésitez pas au besoin à ouvrir une requête à l'arrondissement et on pourra vous intégrer là, dans le processus pour avoir des mesures d'apaisement de la circulation sur votre rue. Merci.
La question numéro 31 provient de Madame Anne Letendre. Bonjour, je profite de cette tribune pour remercier toutes les personnes élues de l'arrondissement et celles de l'administration d'avoir été proactifs en sécurisant la piste cyclable de la rue Christophe-Colomb et je souhaite qu'elle devienne permanente. Je suis fière de vivre dans un arrondissement où on privilégie les déplacements sécuritaires en vélo et à pied. Serait-il envisageable de mettre en place un programme de cyclistes avertis avec Vélo Québec tout comme l'a fait l'arrondissement du plateau Mont-Royal? Bon, merci, Madame Letendre, pour votre question. En fait, il y a déjà des écoles qui ont donné ce programme-là. J'avais eu l'occasion d'aller à l'école Saint-Benoît où les enfants pouvaient profiter de ce programme. Donc, il y a des initiatives ici et là, mais sachez qu'au niveau de l'arrondissement, oui, c'est un programme que nous trouvons très intéressant. Et comme l'a dit M. Normand tout à l'heure, je pense que ça vaut la peine de le redire, c'est que les pistes cyclables, ce sont pour les gens qui font du vélo en ce moment, mais c'est aussi pour les gens qui ne se sentent pas en ce moment à l'aise à faire du vélo et qui pourront faire du vélo. Puis avoir un vélo, ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'avoir une automobile, par exemple. Et le programme de cyclistes avertis, c'est pour les enfants qui n'ont peut-être pas nécessairement l'occasion d'apprendre avec leurs parents. Et donc, ils apprennent avec ce programme-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde, on le connaît bien, puis on est à trouver des sources de financement pour implanter là, ce programme dans notre arrondissement. Merci. La question numéro 32 provient de Madame Colombe Larivière et elle est identique à la question numéro 28 qui a déjà été répondue. Alors, je vais passer à la question numéro 33 qui provient de Madame Elisabeth Skoufaras. Cette question fait suite à notre demande le mois passé. Vassilios Karagianidis, résident du 12 170 chemin Somerset. La vitesse sur la rue Somerset est un problème récurrent. La vitesse n'est pas respectée malgré une pancarte mobile sur la rue. L'année passée, il y avait une deuxième, mais ils ne l'ont pas remis cette année. On demande toujours une bosse de vitesse. Le garde de sécurité ne s'occupe pas de la vitesse, mais plutôt des travaux de construction. Merci. Merci. Je passerai la parole à Madame Effigianou et par la suite à Monsieur Côté là, pour compléter, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, merci pour votre question, Madame Skoufaras et Monsieur, je vais le dire comme il faut, Karayanidis. Alors, en effet, je suis souvent venue sur la rue Somerset. Ça fait quelques fois qu'on se parle au sujet là, de la vitesse sur la rue et de la visibilité que les gens ont quand ils tournent je crois que c'est Burton, la rue qui est juste au coin à cause du chantier du bassin Lavigne. Il y a des très hauts murs en bois qui n'aident pas avec cette visibilité quand les gens tournent. Alors, je sais que l'arrondissement a fait des analyses de vitesse et il y a d'autres étapes là, qui vont suivre. Je vais laisser M. Côté compléter, mais en effet, c'est vraiment un endroit qui est assez problématique. C'est une rue qui est comme utilisée aussi, ceux qui viennent de Keller puis qui veulent se rendre sur Gouin, ben, ils utilisent souvent Somerset ou Cousineau. Merci. Oui, en fait, pour votre question suivie aussi, juste mentionner qu'on a vérifié là, le chantier, autour du chantier, l'inspecteur circulation avec le chargé de projet. Puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a amélioré l'arrêt, la visibilité de l'arrêt près du chantier. Dans votre autre question, vous mentionnez, je pense que ça doit être un afficheur de vitesse mobile que la police de quartier, le PDQ 10, gère. On peut le demander qu'il vienne le réinstaller quelques semaines, puis également, on va demander peut-être qu'il y ait aussi une vérification de la vitesse. Et puis pour le dossier de vitesse pour les dos d'âne allongés, je vais vérifier avec l'équipe ce qu'il en est de la situation pour compléter le dossier. Merci. Merci beaucoup. Madame Châteauvert, je pense que ça fait le tour des questions que nous avons reçues. Oui, c'est complet.